tous. Aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan lecture pour la deuxième partie du mois de juillet 2018. Je n'en reviens pas qu'on soit si loin dans l'année. Enfin bon. À la fin de cette vidéo je vous ferai comme d'habitude les statistiques du mois. Et je vous ferai aussi un bilan des hauls que j'ai passé en juillet, donc des buses que j'ai réussi avec Optimal. Alors, passons tout de suite au livre. Le premier livre que j'ai lu dans la deuxième partie du mois de juillet, c'est Les laits bretons de Marie de France. Donc le titre c'est Les Bretons, 12e, 13e siècle, Marie de France et ses contemporains. Mais je n'ai lu que les laits de Marie de France, puisque logiquement il ne faut lire que ça. Donc je m'attendais à détester ce livre, vu que c'était de la littérature médiévale et que fallait que je les lise en ancien français, tout ça. Et finalement non, c'était vraiment sympa. C'était des petites histoires sympathiques. Bon, ça pouvait être, c'était un petit peu long vu que c'était à lire en ancien français, mais ça m'a permis de réviser mon ancien français et de découvrir encore un peu plus la littérature médiévale, puisque comme c'est pas trop mon truc, j'en ai pas lu beaucoup. C'était plutôt simple à comprendre, en fin de compte. Bon, à part quelques petits mots, donc je regardais dans la version française, puisqu'en fait ça se présente comme ça. Donc là vous avez la page en ancien français et là la page en français moderne, c'est pour ça que le livre est énorme. C'est une édition bilingue. À chaque histoire, on va dire, il y avait une espèce de petite leçon. Et il y avait aussi l'idée que Marie de France voulait qu'on se souvienne de ces histoires, tout ça. Donc c'était bien, ma préférée reste quand même le Bisclaveret, qui est en fait l'histoire d'un loup-garou. Donc sympathique, je recommande fortement pour ceux qui aiment la littérature médiévale et même pour ceux qui n'aiment pas trop ça, histoire de voir un peu. Ensuite, j'ai tenté de lire un livre que j'ai abandonné. C'est Blackout de Connie Willis, donc en français c'est le même titre. J'avais tellement envie de lire ce livre, ça avait l'air tellement génial. On est en 2060 à Oxford et en fait les historiens, pour étudier l'histoire, peuvent remonter dans le temps pour vivre l'histoire plutôt que de lire des comptes rendus, des événements, tout ça. Ça avait l'air génial quand même, d'accord, ça avait l'air trop cool. Et alors dès le début, on voit qu'il y a un problème en fait avec les machines à remonter dans le temps. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de confusion, tout ça. Bon, je me suis dit bon, ça va, on va finir par comprendre, on va nous expliquer comment marche le voyage dans le temps, tout ça. Et non, en fait à un moment donné, en fait la plupart des étudiants partent, enfin en tout cas ceux qu'on suit, partent pour la Seconde Guerre mondiale, donc pour l'Angleterre, majoritairement bien sûr, et il y en a un aussi qui veut se rendre à Dunkerque pour le débarquement. Et le problème c'est qu'en fait ce livre, à force, devient plus une fiction historique qu'un livre SF, ce que j'ai trouvé dommage puisqu'en fait le voyage dans le temps n'est absolument pas expliqué. On voit Oxford 2-3 fois, bon j'exagère peut-être 4-5. On voit un peu Oxford en 2060 mais voilà, on n'a pas d'explication. Voilà, on sait rien en fait du monde dans le futur, on est centré sur la Seconde Guerre mondiale. Je n'avais pas envie de lire une fiction historique, j'avais envie de lire un roman SF, malheureusement. Ce qui m'a aussi énervé, ce sont les personnages qui sont interchangeables, clairement, ils n'ont aucune personnalité et ils sont très agaçants puisque à chaque fois qu'ils se retrouvent à un moment précis, on va dire par exemple, il y en a une qui est à Londres avant les bombardements, il me semble. Elle entend ses collègues parler, puisque bon, ils ont une fausse identité et tout ça, pour intégrer par exemple le corps des infirmières ou ce genre de choses. Et en fait, elle entend ses collègues parler et dans sa tête, elle n'arrête pas de dire non mais je sais très bien comment ça va se passer, je sais qu'à telle date il va y se passer ça, je lui dirai bien mais bon, elle comprendra pas. Et en fait, ils m'ont l'air tellement arrogants et tellement agaçants et... Oh. Voilà, ils m'ont saoulée. Et ils sont tous comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on peut... Parfois on ne se souvient même pas qui est le personnage qu'on suit, en fait, tellement ils sont exactement les mêmes, sans personnalité, voilà. Donc ça m'a un peu agacée, j'étais dégoûtée. J'ai abandonné la lecture parce que finalement je m'ennuyais un petit peu. Voilà, donc dégoûtée. Peut-être qu'un jour je réessayerai, quand j'aurai envie d'une fiction historique, mais même le fait que les personnages soient comme ça m'a... déçue. Ensuite, du coup, pendant la lecture de ce livre, je m'ennuyais et je me suis dit je vais essayer de lire autre chose, peut-être lire un autre livre en même temps, peut-être que ça m'aidera. Et j'ai choisi The Summer Without Men, Un été sans les hommes de Siri Utzvet. Et finalement en fait j'ai lu le livre d'une seule traite sans reprendre l'autre en fait. C'est là que je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'abandonne puisque je ne prenais aucun plaisir à la lecture. Alors ici on suit Mia Fredriksen, en fait son mari a une liaison avec une jeune française. Et il lui dit qu'il veut faire une pause dans leur mariage histoire de profiter de cette liaison. Mais bien sûr. Donc Mia sombre en gros dans la folie, elle fait une dépression intense on va dire. Elle se retrouve dans un hôpital et elle décide de passer l'été, puisqu'elle va reprendre son travail de prof en septembre. Elle décide de passer l'été chez sa mère
à Bonden, dans sa ville natale. Et là, elle va rencontrer beaucoup de femmes différentes et elle va passer un été sans les hommes. Ce livre était génial, j'ai adoré, c'était formidable. Sans doute un des meilleurs livres de 2018, sans aucun doute. Je pense d'ailleurs acquérir un exemplaire puisque je l'ai emprunté pour pouvoir le relire parce que c'était merveilleux. Il y a des réflexions sur tout un tas de sujets. Bon, du coup, il y a énormément de sujets abordés, donc ça peut être un peu... À un moment donné, on peut se dire ça fait beaucoup quand même. Mais c'était génial. Le féminisme de ce livre est merveilleux. Bon, alors, on sent que la narratrice, en fait, c'est une première personne... c'est un livre écrit à la première personne, donc on est dans la tête de Mia, on va dire. On sent que Mia s'énerve quand elle parle de féminisme, mais en même temps, quand on voit que des scientifiques tentent encore de prouver que la femme est inférieure en mesurant la taille de son cerveau, tout ça, comment vous dire, il y a de quoi s'énerver, non? En tout cas, moi, ça m'agace énormément. Il y a aussi des réflexions sur l'éducation des filles, sur l'égalité homme-femme, bien sûr, mais aussi sur le deuil, le chagrin, sur le suicide, sur la dépression, sur la maladie mentale, tout ça. Et c'était parfait. J'ai fait une chronique sur mon blog si vous voulez la lire, je parle beaucoup plus en détail de ce livre. J'espère d'ailleurs le mettre en avant ses points positifs, puisque vraiment j'ai adoré. C'était génial. J'ai aussi adoré l'écriture, j'adore comment Siri Elsbeth écrit. Alors en fait, son personnage principal est une poétesse, donc il y a des poèmes dans le livre, et j'ai adoré, puisque j'adore la poésie. J'ai aimé la complexité de son écriture. En fait, des fois c'est assez compliqué, entre guillemets, c'est très bien écrit, et des fois c'est fluide, et j'ai adoré ça. Et il y a aussi un jeu avec le lecteur. C'est parfait. Par exemple, à un moment donné, j'étais en train de me dire, il va falloir qu'il se passe quelque chose à un moment donné, parce que même si j'adore l'histoire, les personnages, l'écriture, il va falloir qu'il se passe quelque chose quand même. Et c'est pile à ce moment-là que l'auteur nous écrit, oui, vous là, vous êtes tout en train de vous dire qu'il faudrait de l'action, tout ça, et c'était vraiment pile le moment parfait. J'avais l'impression d'un dialogue en fait entre l'auteur, le personnage et moi, donc c'était parfait. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à voir la chronique que j'ai fait sur mon blog. Ensuite, j'ai lu L'adolescence clémentine de Clément Marot. Vous voyez, quand je vous disais que j'avais peur de détester les livres de Marie de France, et ben en fait, c'est ce livre-là qui a pris sa place. J'ai pas détesté, c'était juste tellement long, tellement, j'ai envie de dire chiant. En fait, j'ai aimé les parties mythologiques, puisque par exemple, on a un poème qui s'appelle Le Jugement de Minos ou Le Temple de Cupidon. Mais à partir du moment où on part dans les poèmes de circonstance, c'est-à-dire des lettres à tel personnage ou de tel personnage historique à tel personnage historique, ou des espèces de... oui, des poèmes de circonstance sur, par exemple, Marguerite de Navarre, je crois, il me semble. Je ne suis pas sûre. Ça tombe, je dis n'importe quoi. Il y a des épitaphes aussi, enfin bref. Ce sont des personnages que pour la plupart je ne connais pas. Et non, je n'ai pas du tout apprécié. Ce n'était pas du tout mon type de poésie, on va dire. Ensuite, j'ai lu Richard III de Shakespeare. Bon, c'est Shakespeare, donc j'étais assurée d'aimer, entre guillemets. J'ai beaucoup appris, puisque je ne connaissais pas vraiment Richard III et les personnes qui gravitaient autour de lui, son époque, tout ça. C'était évidemment bien écrit, c'était top. Voilà, je vois pas trop quoi vous dire de plus. Il y a des réflexions évidemment sur le pouvoir, sur le fait qu'il faille montrer une apparence de prince bon, loyal, blablabla. Et en fait, être un requin en arrière. C'était oui, c'était très bien. Donc je pense la relire en VO. Puisque là j'ai dû la lire en français pour le concours. Ensuite, j'ai lu Le cul de Judas d'Antonio Lobo Antunes, je ne sais pas, bref, de ce monsieur. Et c'était, je pense, la pire lecture de mon année, avec Heart of Darkness, et sans parler des livres que j'ai abandonnés, puisque je ne pouvais pas abandonner ce livre, évidemment. Donc c'est l'histoire je crois qu'on ne connaît même pas son nom, d'un narrateur qui va en fait parler à quelqu'un dans un bar, une femme. Donc ça m'a un peu fait penser à La Chute de Camus, puisqu'en gros c'est un très long monologue, puisqu'on n'a pas les répliques de la femme. Et il va nous raconter son séjour comme médecin en Angola dans ce qu'on appelle le cul de Judas. Voilà, donc déjà là on peut se dire, ouh, ça va être sympathique. Donc il nous parle de la guerre en Angola, avec le Portugal, il me semble, enfin, j'ai compris ça en tout cas. C'est le Portugal qui a fait la guerre en Angola. C'est très résumé ce que je vous dis bien sûr, mais en gros c'est ça. Et donc le narrateur participe et c'était tellement, mais tellement déprimant, mais c'était
je pense que dans les 2 premiers chapitres, il y a déjà 2 fois le mot vomi ou vomissement. Ensuite, on parle de mort, de sang, de maladie. Il y a aussi une répétition de cette phrase. Manger de... Attends, c'était quoi? Manger de... Ah bah voilà, je me souviens plus. Je sais que c'était une maladie. Et en fait, il nous décrit ensuite l'état de fatigue des soldats. Enfin, c'était juste un des livres les plus déprimants que j'ai jamais lu de ma vie. D'accord, c'est important de traiter de sujet. Le sujet, là, il n'y a pas de souci. Je comprends très bien qu'on traite du sujet de cette guerre, que je ne connaissais pas du tout. Mais... oh, c'était vraiment, vraiment déprimant. C'était affreux. Du coup, comme je vous disais, il y a des répétitions. J'ai pas du tout aimé le style, puisque des fois, c'est tellement... les phrases sont tellement longues, mais on a l'impression qu'elles vont jamais se terminer. Et si jamais vous vous êtes interrompu pendant la lecture, genre si quelqu'un vous parle pendant que vous lisez une phrase, c'est mort. Parce que le style est tellement empoulé, on va dire. Par exemple, je vais tenter de vous lire une phrase, bon, je vous la prends au hasard. Hein. Non, c'est ici, au 6ème gauche, un vestibule de marbre ébi, des moquettes de différentes couleurs, une prise pour la télévision dans chaque pièce, 5 pièces, plus 3 salles de bain, 2 longs balcons donnant sur le cimetière et le Tage, le soleil orange en fin de journée communié par les toits du quartier. Je me sens dans cet appartement comme une autruche dépaysée, vous savez ce que c'est, et je vais de salle en salle en causant tout seul comme les vieux, un verre de whisky à la main. Je récite aux glaçons des sonnets en noir et blanc d'Antero qui ont peuplé mon enfance de fantômes cosmiques. Là ça va, ça a pas l'air trop compliqué, vous voyez, c'est juste des longues phrases. Mais des fois il te sort des mots et tu les lis et tu fais... Alors chaque mot séparément je comprends, mais les mots ensemble, non, je comprends pas. Donc voilà, c'était une lecture pénible. Et il y a aussi quelque chose qui m'a agacée, c'est l'omniprésence du sexe, quand parfois ça n'a absolument pas lieu d'être. C'est-à-dire que le rapport de cet homme aux femmes laisse clairement à désirer. Voilà. Donc c'était... non. Non. On va rire quand je vais devoir étudier ce livre. Et ma dernière lecture pour le mois de juillet, c'était Dangerous Woman, édité par George R.R. Martin et Gardner Dozois. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo chronique comme j'ai fait pour Rogues Vaurien. Comme ça, vous pourrez un peu voir si c'est bien ou pas. Sachez juste que j'ai préféré Rogues, puisqu'ici... enfin, j'ai adoré le fait en fait qu'on se centre sur des femmes. Certaines nouvelles étaient exceptionnelles, c'était formidable. Ça m'a tellement donné envie de découvrir des romans de ces auteurs. Mais d'autres étaient en fait pas du tout mon style. Certes, ce sont sur des femmes dangereuses aussi. Hein, il n'y a pas vraiment de nouvelles où les femmes ne sont pas dangereuses. Elles le sont toutes, je trouve en tout cas. Mais il y en a, je me suis dit, non. Soit j'aimais pas le style, soit j'aimais pas l'écriture, soit non. Mais il y avait quand même des nouvelles formidables. Donc, mes préférées étaient... Donc déjà aussi l'introduction est exceptionnelle puisqu'elle donne vraiment envie de lire encore plus en fait le recueil, puisqu'il nous parle de la représentation des femmes en littérature, bon, fausse représentation, puis de la représentation de nos jours, et il nous parle aussi de l'histoire, en fait, des femmes dangereuses dans l'histoire, de comment on les voyait et de comment elles étaient en réalité. Alors mes préférées, on va dire celle que j'ai mis la note maximale, on va dire, c'est A Queen in Exile de Sharon K. Penman, qui parle de Constance de Hauteville, la femme du roi d'Allemagne et puis de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, je vais y arriver, Heinrich von Offenstach, je crois. Je dois très mal dire son nom de famille, je suis désolée. Donc en gros, le titre se traduit par une reine en exil. Exceptionnel, je ne connaissais pas du tout ces personnages, mais c'était formidable, donc c'est une nouvelle historique. Ensuite, Second Arabesque Very Slowly de Nancy Kress, qui en gros c'est seconde arabesque très lentement. Une dystopie qui était formidable elle aussi, j'ai adoré, donc j'espère que les romans de Nancy Kress sont à la hauteur parce que c'était genre trop beau, c'était sur la préservation de la beauté du monde dans un univers dystopique on va dire, dans notre monde en ruine. C'était exceptionnel. J'ai aussi adoré Lies My Mother Told Me de Caroline Spector, qui est traduit par Les mensonges que ma mère m'a dit. Apparemment Caroline Spector écrit aussi pour la série Wild Cards. Et j'ai tellement envie de lire cette série depuis tellement longtemps que je pense que je vais craquer et m'acheter le premier tome. Je pense que ça fait partie en fait de la série. Et si c'est ça, c'est génial. Parce que du coup ici on suit une super héroïne. Et enfin 3 super héroïnes en fait si on veut. Et elle est confrontée à quelqu'un qui en fait peut voler les pouvoirs. Mais c'était parfait, j'ai adoré, c'était génial. Et enfin bien sûr The Princess and the Queen, or The Blacks and the Green de
George R. R. Martin, donc La princesse et la reine, ou Les noirs et les verts, qui raconte la guerre, enfin la danse des dragons, la guerre entre les Targaryens, qui a opposé la reine Alicent à la princesse Rhaenyra pour la succession au trône, puisque la reine Alicent voulait que son fils Aegon succède à son père Viserys, et Rhaenyra était en fait l'héritière légitime, mais comme c'était une femme, on remettait en cause sa légitimité, blablabla. Bref, c'était formidable, j'ai adoré, il y avait des dragons, c'était super, et voilà, je m'imaginais parfaitement le combat entre les dragons, c'était juste trop beau. Et j'étais aussi vachement émue en fait quand un dragon mourait, ce qui était bizarre parce que je l'étais beaucoup moins quand un personnage mourait. Voilà, donc cette anthologie était merveilleuse. Bon, juste quelques nouvelles qui ont... En fait, les meilleures nouvelles tirent vraiment le recueil vers le haut, et les moins bonnes, on va dire, c'est pas qu'elles passent inaperçues, mais en fait elles étaient plus voyantes, on va dire, que dans Rogues en fait. J'ai adoré aussi la diversité des genres, puisqu'on a historique, on a thriller, fantasy, SF, enfin, c'était génial. Et j'ai découvert plein d'auteurs du coup, genre Lev Grossman, Brandon Sanderson ou Diana Gabaldon. Voilà, parfait. C'est tout ce que j'ai lu pour cette deuxième partie du mois de juillet. Alors là je vais vous faire un rapide bilan statistique. Alors le meilleur, enfin les meilleurs... Non. Alors les meilleurs de ce mois sont The Summer Without Men, Un été sans les hommes de Ciri Husvet, et Cersei de Madeline Miller. Évidemment, ces livres étaient juste formidables. Plus quand même Un été sans les hommes. Le fail, c'est Art of Darkness. Tellement étonnant. Et on peut ajouter le cul de Judas, tellement c'était... Voilà. La surprise, ce sont les laits de Marie de France, puisque je m'attendais vraiment pas à apprécier autant. Et il n'y a pas vraiment de déception, puisque... Enfin, si, quand même Blackout, hein, parce que j'aurais aimé ce livre. Mais non. Ce mois-ci, j'ai acquis 6 livres, j'en ai lu 17, j'ai lu 4510 pages, j'ai lu 6 romans, 7 pièces de théâtre, une non-fiction, 2 recueils de poésie et 2 recueils de nouvelles. Un recueil de nouvelles, pardon. Dans les romans, j'ai lu 3 fantaisies, un classique, un historique et un contemporain. Dans les pièces de théâtre, 3 comédies, 3 historiques et une tragédie historique. La non-fiction, c'était une autobiographie. Les recueils de poèmes étaient des classiques. Et le recueil de nouvelles, c'était une anthologie multigenre, on va dire. J'ai abandonné un livre, donc Blackout, et j'ai continué une série, Frida Crowns. Alors je vais vous faire vite fait le bilan des Owls. Donc pour le Runes Anciennes, il fallait lire un livre avec un symbole sur la couverture, je n'ai pas trouvé. Pour Arithmancy, il fallait lire un livre avec un chiffre dans le titre ou dans la couverture, donc j'ai choisi Wanda Throne. Pour Astronomie, il fallait lire un livre SF. J'avais choisi Blackout, mais je ne l'ai pas terminé, donc je n'ai pas réussi la buse astronomie, l'examen d'astronomie. Pour Soin aux créatures magiques, il fallait lire un livre avec des créatures magiques sur la couverture ou dans le livre. Voilà, Dangerous Woman avec les dragons dans la nouvelle de Martine. Il y a aussi d'autres créatures, enfin bon, c'est surtout elle que je compte. Pour Sortilège, il fallait lire un roman fantasy. J'ai choisi The Surface Breaks de Louise O'Neill. Pour Défense contre les forces du mal, il fallait lire à propos d'une société secrète ou d'un club secret. J'ai choisi The Summer Without Men, Un été sans les hommes, puisqu'il y a une société secrète dans ce livre. Je ne vous en dirai pas plus. Pour Divination, il fallait lire un livre avec une prophétie. J'ai choisi Richard III, puisque la reine Margaret jette une malédiction sur la plupart des personnages, on va dire, et ça sonne clairement comme une prophétie. En herbologie, il fallait lire un livre avec un terme naturel dans le titre. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la triche ou pas, mais j'ai choisi l'adolescence Clémentine parce que... Clémentine. Voilà. Pour Histoire de la magie, il fallait lire une fiction historique. Et j'ai choisi Boris Godunov d'Alexandre Pouchkine, puisque ça parle de la succession du tsar de Russie. Pour Études Moldues, il fallait lire une non-fiction. J'ai lu Les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Pour Potions, il fallait lire un livre qui traitait d'alchimie et je n'en ai pas trouvé. Et pour Métamorphose, il fallait lire un livre qui parlait de métamorphose ou avec un chat sur la couverture. Et j'ai choisi Circé de Madeline Miller. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez aimé ou si vous avez envie de les lire maintenant que vous les avez vus. Dites-moi si vous avez participé au buzz et si vous avez réussi, si vous avez atteint acceptable, effort exceptionnel ou optimal. Du coup, avec 9 livres sur 12, enfin avec 9 matières sur 12, j'ai atteint optimal. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors je vais faire une vidéo sur Audible et je vais vous faire, je pensais vous faire une vidéo sur mes études parce que quelqu'un me l'a demandé. Et vu que j'ai terminé entre guillemets,
Je me disais que c'était peut-être le moment, donc si ça vous intéresse, dites-moi. Et je vous retrouve bientôt, donc bye!